Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talents. On se retrouve pour parler de médecine aujourd'hui. Je vais vous présenter Audrey Ntela, qui est, je vais pas vous dire ce qu'elle fait dans la vie, elle va vous le dire à elle-même. Donc, bonjour Audrey. Bonjour Loredana. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. On a à peu près pas mal de corps de métier et un médecin, c'est assez particulier. Bon, tu vas nous expliquer comment le tout s'est passé parce que tu as des choses très intéressantes que tu nous as expliquées. Je vais t'expliquer comment ça se passe. On a 4 rubriques. La première rubrique, c'est ton nom, ton prénom. Après, on va parler de ton parcours, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, de ton métier au quotidien, donc ce que tu fais. On va entrer dans le vif du sujet. Et la dernière étape, bon, tu m'as dit que tu n'aimais pas trop ça, mais c'est une surprise. Ça va bien se passer. Ça marche. Voilà. Ben écoute, je te laisse déjà, Audrey. Pourrais tu te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Audrey Ntela, j'ai 36 ans. Je vis à Marseille et je suis actuellement interne en médecine générale. D'accord. Et quelles sont les grandes lignes de ton parcours? Alors, à la base, en sortant du lycée, j'ai fait l'école d'infirmière, puis l'école de puéricultrice. Et donc, j'ai travaillé à chaque fois, j'ai cumulé 7 ans à l'hôpital et par la suite, je me suis inscrite à la fac de médecine. Et depuis, je suis dans ce projet-là. D'accord. Et tu nous as expliqué quelque chose d'assez particulier. Tu as eu un bac S, oui. Mais un bac S un peu spécial. Oui, très Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, mon bac S, en fait, j'avais déjà quand même un assez bon niveau au primaire, au collège. J'avais sauté même une classe. Arrivée au lycée, je me suis vraiment essoufflée. J'arrivais pas du tout à me projeter. Déjà, pour terminer le lycée, c'était compliqué. Je me disais, si déjà je suis fatiguée comme ça, je me sentirais pas de faire 10 ans d'études pour médecine. Ça me trottait déjà dans la tête, en fait, médecine au collège. Et donc, quand je suis arrivée au lycée, donc j'ai pris un bac S. En seconde, j'avais une bonne moyenne de partout, donc ça dérangeait pas. Mais là, en fait, la moyenne sur toutes les matières scientifiques, elles se sont... Je me suis vraiment effondrée. J'avais 5 de moyenne en maths, 8 en bio, voilà, c'était pas très... Voilà. Et quand j'ai passé mon bac, je l'ai réussi, mais je n'ai eu la moyenne sur aucune matière scientifique. Incroyable. Ni la philo aussi, parce que la philo, j'étais fière de moi, mais non, ça n'a pas suffi. Wow. Et c'est toutes les autres matières qui m'ont rattrapée. Donc je me dis heureusement que j'avais pas lâché en fait le reste, et sinon je l'aurais pas eu. Mais c'est incroyable d'avoir le bac S sans les matières scientifiques. Tu m'aurais dit une matière. Ah non, les 3. Mais... Les 3. Je sais pas. Les 3, très fort coefficient, et c'est tout le reste qui m'a rattrapée. Mais tu sais, ça me fait penser moi j'ai passé un bac littéraire, donc mon bac blanc. Les matières de base, c'était, il y avait philo dedans, et philo coefficient 5. J'ai eu 5 au bac blanc, quoi. Mais j'ai eu mon bac blanc. Bon. Je me souviens que mon prof, ce jour-là, m'a soulevée en classe, donc il m'a prise dans ses bras et tout. J'ai dit, ok. Mais pour lui, ça relevait de l'exploit, parce que quand il a regardé, il a dit, mais c'est pas possible d'avoir 5 au bac blanc et d'avoir le bac blanc. Donc, mais toi, c'est un cran au-dessus quand même, hein. Les 3 matières, non. Et aujourd'hui, tu es, on va pas t'as parlé un peu, mais t'es infirmière puéricultrice et t'es interne en médecine. Pourquoi tu décides de faire infirmière? Justement, c'est en lien avec l'essoufflement. J'arrivais pas à me projeter. Je me disais non, je veux finir au plus tôt. Je me sentais pas capable de m'investir dans des longues études. Donc après, il y avait vraiment que le domaine de la santé qui m'intéressait. Je me voyais pas ailleurs. Voilà. Donc je me disais infirmière pourrait vraiment être pas mal, avec l'arrière-pensée de faire puéricultrice par la suite, parce que moi en fait à la base c'était le monde des bébés, en fait la maternité, donc c'était ça en fait. L'objectif c'était ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, et vraiment les portes sont ouvertes, donc j'ai pu travailler, j'ai pu passer le concours et continuer dans cette filière-là. Donc c'est comme ça que je suis arrivée en tant qu'infirmière puéricultrice. Par étapes, à chaque fois, j'ai pas fait tout d'un coup. J'ai fait d'abord 3 ans infirmière, j'ai travaillé pendant 3 ans.
dans un service de médecine Oui. adulte, ensuite 1 an de spécialisation puéricultrice, et ensuite 4 ans dans un service de pédiatrie générale. C'est bien la puériculture, je Oui. trouve, les enfants. C'est pas facile dans le sens que vraiment, alors maternité c'est encore autre chose. Ouais. On n'a pas l'impression d'être vraiment à l'hôpital, alors que vraiment à l'hôpital c'est des enfants malades. De tout genre en fait, donc oui, on était confrontés à la mort, enfin il n'y avait pas que des choses très joyeuses, voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce métier-là. D'accord. Donc aujourd'hui tu es interne en médecine, ça veut dire que tu vas sortir docteur en médecine générale. C'est ça. Et est-ce que, parce que souvent on prend des décisions parce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé à un moment de notre vie, est-ce que toi, à quel moment ou qu'est-ce qui s'est passé qui t'a motivé à dire, bon, je quitte le métier de l'infirmerie et je vais aller vers un docteur en médecine, alors qu'à la base, tu t'es dit non, je me suis essoufflée, donc je suis fatiguée, je vais rester en infirmière et puis c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est drôle parce qu'en fait, en étant quand j'ai travaillé, alors moi mes débuts ils sont toujours très 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 durs. Les démarrages c'est très compliqué à chaque fois avec moi, et donc ça a été le cas quand j'ai commencé en tant qu'infirmière, c'était le cas aussi quand j'ai commencé en tant que puéricultrice. Et en fait, à chaque fois, je pensais vraiment, au début, en fait, je pensais vraiment que j'étais en mode casanière. J'arrive dans un service, ça a été tellement compliqué pour m'installer, pour m'habituer, etc., que j'y reste, je bouge plus, et que c'est moi qui vais voir les internes défiler, je vais faire ma carrière à 40 ans. Ah oui. Et en fait, non, je me suis rendu compte que pas du tout. Au bout de 1 an et demi, 2 ans, quand j'étais beaucoup plus à l'aise dans le service, je commençais un peu à m'ennuyer. Et alors je venais toujours avec plaisir parce qu'il y avait mon équipe, c'était super, mais je me disais je peux pas continuer à venir dans le service si c'est que pour l'équipe, parce qu'après au bout d'un moment ils vont partir aussi, voilà, ils vont changer, et moi je me dis si j'ai plus trop de plaisir à venir travailler dans ce service-là, ça je pourrais pas tenir quoi. Ça devenait pesant. Donc en fait je me disais en fait à chaque fois tous les 2 ans en fait il faut que je bouge. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner par rapport au concours de puéricultrice. Donc ça a été vraiment un moteur au final pour à chaque fois bouger, oser partir. J'aurais pu très bien rester aussi vraiment par rapport à mon confort. En fait je me dis j'ai galéré, c'est bon, c'est pas grave. Et en fait non, ça a été finalement ça a été beaucoup plus fort de vouloir changer. Et donc j'ai fait ça, pareil pour puéricultrice, j'ai galéré au début, c'était très compliqué, pas mal de stress, de pression. Au bout d'un moment, ça allait beaucoup mieux, donc je me régalais. Mais pareil, là aussi, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je me disais bon, j'ai fait le tour, j'avais envie d'autre chose. Et puis le travail, l'hôpital, c'est quand même assez prenant. Même par rapport aux horaires, etc. Enfin, j'en avais marre les matins, voilà. Tu faisais les soirs aussi? Oui. Alors pas les nuits, mais je faisais vraiment matin, après-midi, donc tout le temps décalé en fait. Donc c'était compliqué, tu savais plus à quelle heure il fallait manger, à quelle heure il fallait dormir. Donc moi, ça me perturbait quand même par rapport à mon rythme de vie. Et donc je commençais encore à chercher, à me dire bon, qu'est-ce que je peux faire par la suite. Alors moi, ce qui est bien avec le diplôme de puéricultrice, ça ouvre pas mal de portes. Donc ça me permettait, par exemple, d'aller en PMI, donc c'est protection maternelle et infantile. Je pouvais très bien aussi aller en maternité. Je pouvais aussi aller en crèche. Je pouvais aller, enfin bref, dans pas mal d'autres secteurs, pas purement hospitaliers. Malgré ça, en fait, tous les secteurs là que j'ai énoncés, il y avait toujours quelque chose que ça n'allait pas. Crèche, je me dis non. En fait, crèche, en fait, j'aurais été directrice. C'est pas du tout mon profil. Je me dis non, manager une équipe, répondre au téléphone, supporter les parents. Non. Moi, ma place aurait été dans la petite section avec les enfants, et je me dis bon, c'est pas ça qu'on attend d'une puéricultrice. Il faut vraiment gérer la crèche. Donc je me disais non, peut-être en fin de carrière, mais là non, ça me tentait pas. Maternité, les places sont très chères. Faut vraiment tomber au bon moment, au bon endroit pour avoir une place. Et parce que généralement les infirmières puéricultrices, elles restent jusqu'à, elles finissent leur carrière généralement en maternité.
Et PMI, je me disais, bon, pourquoi pas, peut-être, bon, c'était un autre style. Et là, en fait, pendant cette période de réflexion, il y a médecine qui est revenue un peu en tête. J'ai beaucoup lutté, parce qu'au début, je voulais pas. Je me disais, non, certainement pas. J'ai plus l'âge. D'étudier et tout. Ah non, non, non. Et puis, j'avais un salaire, c'était confortable, j'avais ma voiture. Bon, j'habitais encore chez les parents. Et bon, ça a un peu basculé. J'ai fini par prendre le chemin le plus difficile. Je me suis lancée. Alors, en fait, il y a eu tout un arrière-plan en fait aussi parce qu'à la base je suis chrétienne, donc très croyante, et en fait j'ai eu vraiment un coup de pouce vraiment du Seigneur qui a fait que c'est pour ça que ça m'a voilà, je suis repartie sur cette voie-là. Sinon, s'il y avait pas ça, je serais restée dans mon monde. Et qui a fait que bon, c'est quand même de gros sacrifices de repartir de partir de quelque chose qu'on connaît et enfin d'un lieu qu'on connaît pour aller vers quelque chose d'inconnu, voilà, tout à fait inconnu, repartir à zéro parce qu'en plus à l'époque il y avait pas, alors là maintenant il existe des passerelles. Donc en tant qu'infirmière, j'aurais pu passer, on passe devant une commission, on peut passer directement en deuxième ou troisième année. Et moi à l'époque c'était pas le cas, donc il y avait pas encore ça. Quand tu dis époque, tu parles de quelle année à peu près? Oui, pardon, à l'époque ça me vieillit. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'était en 2014-2015. C'est récent quand même. Et donc quand j'ai fait mes démarches pour aller jusqu'au bout, alors c'était compliqué aussi parce que il y avait aussi la question du financement, j'allais me retrouver sans salaire. Du coup, c'était pas le moment de déménager, rester chez papa-maman. Et donc c'est vraiment en 2016 que je suis rentrée à la fac, que je me suis inscrite et depuis j'y suis. 6 ans. 9. Là c'est la 9e année. Je sais plus compter. On est en 2000 combien? 2025? 2025. Bon, d'accord. Pas de souci. Et donc, comment tu concilies ta vie perso et ta vie professionnelle? Parce que les études de médecine, c'est des études qui sont dites très prenantes. Et tu as parlé de pas faire de pause tout à l'heure, pas manger et tout ça, mais comment tu fais pour agencer les deux? Alors, bon, la première année, donc l'année du concours, aucune vie sociale. Donc, notre meilleur ami, c'est nos polycopes, nos livres, voilà, la chaise du bureau, à se faire des escarres parfois parce que franchement, c'était compliqué. On culpabilisait, enfin, je dis je, mais les autres aussi, on culpabilisait dès qu'on prenait 5 minutes de plus pour manger ou pour aller souffler. On se dit ah non mais ça fait une place de moins sur le concours, sur le classement. Non, j'ai pas le temps, faut que je travaille telle leçon, et quand on passe à une autre, j'ai déjà oublié ce que j'ai appris. C'est un stress constant. Ah oui, pendant alors de septembre à mai, on est le citron là bien, on enlève tout le jus. Donc ça a été hyper intense. Alors en même temps c'était hyper intense, en même temps ça nous obligeait, enfin en tout cas ça m'a obligée pendant une année à avoir une hygiène de vie nickel. Donc je me réveillais toujours à la même heure, je me couchais toujours à la même heure. Sinon on tient pas. Les repas pratiquement toujours à la même heure. En fait t'es en caserne quoi. Ah oui, c'est vraiment ça. Dès qu'il y avait pas de détour, dès que je sors, non, dès que moi j'avais les cours l'après-midi, donc le matin je travaillais, je mangeais, je partais à la fac, je suivais tous les cours, j'en ai raté je crois aucun, je pense. Il y en a un, c'est peut-être juste parce que j'avais un rendez-vous médical, mais c'était vraiment une urgence, je pouvais pas faire autrement. Mais sinon j'ai raté aucun cours, même ceux où il faisait que lire le polycope, j'y allais quand même. Et donc voilà, dès que je finissais, je rentrais et je bossais encore jusqu'au repas et hop, douche, dodo. Et ça a été comme ça vraiment pendant de septembre à mai. Et je me disais heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps parce que arrivé aux années, au mois où le dernier mois, donc avant le deuxième concours, parce qu'en fait c'est en 2 parties.
J'ai été tellement crispée au niveau du visage, je m'endormais et le lendemain matin, j'avais la mâchoire hyper tendue, j'avais les marques des dents sur ma langue et j'avais même un petit bout que franchement si le concours avait été reporté d'une semaine, le bout serait parti. Voilà, j'aurais eu un morceau de langue qui serait parti. Donc c'était pas mal de stress, pas mal de voilà donc strict minimum, pas d'interaction sociale. Les seules personnes à qui je parlais finalement c'était peut-être les gens de l'église quand j'y allais le dimanche, mais tout le reste j'avais mis entre parenthèses tout le service que je faisais à l'église et les personnes qui étaient dans le même cas que moi qui bossaient, donc on s'achetait des pizzas et on révisait, on se récitait les cours. Voilà, il y avait que ça. Même ma mère, elle me voyait pas. Je m'enfermais dans ma chambre et je mettais carrément un casque de chantier parce que j'entendais tous les bruits, c'était horrible. T'avais un casque anti-bruit comme pour le chantier. Et c'était horrible parce que du coup j'entendais tout ce qui se passait dans la maison. Ah oui, donc pourtant j'étais dans ma chambre, hein, je fermais les portes, mais j'entendais quand ils fermaient pas la porte, la télévision. Et ça te perturbait? Ah oui, mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre endroit. Bon, j'allais squatter chez une amie qui était en résidence étudiante, donc mais je pouvais pas le faire tout le temps, donc je faisais au mieux, mais voilà. C'était compliqué. Ça, par contre, on me l'avait jamais dit de ça. Le casque. Ah oui. Mais ce casque, je l'ai perdu parce qu'il y a eu un jour où, alors à chaque fois, en fait, les portes à la maison, elles se ferment jamais. Donc ils passent à droite, à gauche, et moi ça m'énerve parce que du coup, voilà, j'entendais tout ce qui se passait dans la salle de bain, dans la cuisine, au salon. Donc à chaque fois, je me levais pour fermer la porte, je repartais, mais 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui passe. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me lever, j'ai envoyé des textos à maman pour dire maman, la porte. Et il y a eu un jour où j'étais tellement énervée, tout ça, j'ai enlevé le casque mais tellement fort que je l'ai cassé en deux. Okay. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 morceaux, j'ai dit ok, le monde est contre moi. J'ai dit bon, ok. Et j'entendais même la voisine à côté qui criait sur ses enfants. Tu t'es pas un peu parano? Ah mais... Elle disait... T'étais devenue hypersensible aussi, peut-être. Oui, hypersensible. D'accord. Parce que je crois que je l'ai jamais entendue, cette voisine. Et là, je l'entendais qui criait en disant y a des gens qui meurent dans le monde, vous allez finir votre assiette. Je dis, ok, d'accord, voilà. J'en pouvais plus. C'était compliqué. Waouh. Voilà. Eh ben, en fait, c'est une solution pour ceux qui vivent dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, finalement, c'est de s'acheter un casque réducteur de bruit. Ça peut aider encore, aussi. Ça suffisait pas. Je devais rajouter soit des boules caisses ou je me rajoutais les écouteurs par-dessus. Je mettais un petit fond musique classique, un truc comme ça, pour filtrer tout, en fait. Sinon, ça passait pas. Sinon, j'allais à la bibliothèque, mais où effectivement, il y a aucun bruit. Mais bon, la place est chère, donc c'est compliqué aussi. Voilà, donc bon, c'était vraiment la première année. Et après, ça a été un peu plus lâche. D'accord, donc la première année, c'est dans le dur. Intense, et puis après, est-ce que ça va en s'allégeant? Alors, oui et non. Oui, ça s'allège dans le sens que, une fois qu'on passait le concours, on était dans le circuit, donc ça allait. S'il y avait possibilité de faire des rattrapages si jamais on ratait une matière, il fallait avoir minimum 10, alors que pour le concours, c'était pas pareil, en fait. On pouvait avoir une matière peut-être avoir 2 sur 20, mais si tout le reste rattrapé et qu'on était en rang utile, c'est surtout ça, on passait. Alors que là, après, il fallait avoir vraiment la moyenne sur toutes les matières, donc minimum 10. Et donc moins de pression dans le sens que bon, si je rate cette matière, c'est pas grave, je peux aller au rattrapage. Mais par contre, il y avait beaucoup plus de matières et les matières du coup étaient un peu plus intenses en grade. Mais voilà, et c'était quand même un peu plus cool. En me disant bon, de toute façon, ça aurait pas été possible de garder ce même rythme. De vie. Non, c'était pas possible. J'ai essayé pendant les premiers mois et après j'ai lâché. Je dis non, il faut que je souffle parce que je vais craquer, c'est pas possible. Là, j'étais en 2e année, c'est bon. Faut souffler et faire au fur et à mesure. Oui. Bon, tu l'as un petit peu dit par rapport à ma prochaine question, du moins, c'est quels ont été les plus grands défis
de ton parcours de passer d'infirmière à étudiante aujourd'hui en médecine? Déjà de se sentir quand même légitime, parce que j'ai passé aussi le concours, comme tous les nouveaux, les néo-bacheliers. Que oui, j'ai 10 ans de plus, ça a été compliqué. Je me dis, bon, le cerveau, il roulait pas comme avant, donc jusqu'à présent, j'étais du coup habituée à je vais en service, on fait la relève, je fais mon tour, les médicaments, tous les traitements, les pansements s'il y a des pansements, les toilettes, etc. Les transmissions avec les médecins, etc. Et voilà, donc ma journée elle était quand même assez réglée et que voilà, à 10h du matin, on était déjà bien avancé dans le travail. Et là en fait 10h du matin, je me dis mais oh là là, ça avance pas. Quand j'étais en cours, on avait 4 heures de cours par jour. J'en pouvais plus de rester sur la chaise, j'étais là, je me disais mais non, mais parfois c'était très soporifique, parfois c'était le prof il disait vous avez vu ça au programme de terminale, et je me dis non, quel terminal, parce que moi il y a 10 ans ça on parlait pas de ça, donc j'étais vraiment décalée. Je me rappelle il y en a un qui se tournait vers moi et après il se tourne vers son collègue, il dit ouais la madame à côté, j'ai eu purée choc, j'ai dit ok. Donc il y a eu ça, donc se dire bon Audrey tu es légitime, tu as le droit d'être là, tu vas bosser, certes le programme de terminale tu connais pas celui-là, mais tu as fait quand même une terminale, même si tu avais eu 5, c'est pas grave, tu vas y arriver. Donc de me replonger dedans, de réhabituer mon cerveau à travailler, retenir, apprendre par cœur aussi, hein. À apprendre par cœur, à essayer de comprendre aussi. S'il y a des choses, je me dis non, si je comprends pas, je vais pas réussir à retenir quoi que ce soit. Donc ça a été très très compliqué. Il y a ça, et surtout de me dire, en fait, j'ai pas le droit d'abandonner, parce que je savais où tu voulais aller. Oui. J'avais pas le droit de me dire bon c'est pas grave si je rate, je peux retourner dans mon service, je retourne en tant qu'infirmière puéricultrice, enfin, j'ai toujours mon métier, et je me disais non, j'avais pas le droit d'abandonner, il fallait vraiment que j'aille au bout, que je sois vraiment tenace. Motivée, quoi. Oui. Et surtout que bon, pas que pour la première année, il y a eu les autres années aussi, mais j'ai eu toutes les épreuves du monde, autant surtout qu'au début en plus je connaissais personne, donc je me suis fait des amis au fur et à mesure, vraiment un bon groupe, enfin un bon noyau, et que ça m'a vraiment encouragée. Il y en a c'était vraiment chacun pour soi, donc mais c'est un peu dur quand même de faire des études de médecine étant seule. Parce que là, tu parles d'un noyau que tu t'es constitué. Donc, ensemble, vous étudiez et même vous discutez tout simplement. On s'encourageait, on se donnait les infos. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, mais à ton époque où tu étudiais, qui avançaient seuls et ça leur réussissait? Ah, peut-être, hein, il y en a, oui, certainement, mais il y a, comment dire, il y a un tel enjeu, c'est vraiment, il y a des gens qui pleuraient quand ils voyaient leurs résultats. Enfin, ils disaient, en gros, c'était catastrophique. Ils avaient 17-18 ans et ils disaient, mais j'ai raté ma vie parce que j'ai pas réussi médecine, tout ça. Bon, je trouvais que, enfin, il y avait, oui, enfin, alors autant moi, je me disais, bon, je suis sûre que j'aurais été dégoûtée si j'avais pas réussi, mais tu veux pas rater ta vie pour autant, quoi. Non. Pas du tout. Et puis je savais que quoi qu'il arrive, j'allais aller jusqu'au bout. Dans tous les cas, j'étais condamnée à réussir en fait. J'étais condamnée à réussir. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais voilà, je savais d'où je venais. Il fallait absolument que j'y arrive. Et surtout que vraiment les portes se sont ouvertes. J'ai eu ma part de souffrance, hein, même côté santé, côté familial, enfin de tous les côtés, hein. J'ai eu vraiment de grosses épreuves, mais pour autant je suis allée jusqu'au bout. T'avais un but, t'avais tes réalités personnelles qui te disaient certainement non, tu peux pas et tout ça, mais t'avais une motivation quelque part, et je pense qu'aussi ta foi a été d'un grand soutien pour dire bah écoute, tu peux y aller, tu peux réussir et tout. Donc ce que tu dis c'est encourageant. Et aujourd'hui tu es en thèse d'exercice. Oui, alors là c'est la dernière année, donc je suis en 9e année actuellement.
Donc je dois préparer ma thèse pour ensuite faire la soutenance et pour obtenir le titre de docteur en médecine. Et donc c'est quoi la différence entre une thèse d'exercice et une thèse de doctorat? Alors, thèse de doctorat, je pourrais pas trop en dire, mais thèse d'exercice, en gros, je sais que c'est niveau exigence, c'est pas là tout à fait la même chose par rapport au doctorat, qui est vraiment au niveau voilà. Moi, en fait, ça va me permettre de valider tous les 3 cycles en fait que j'ai eu. Mais exercice, tu as un cas pratique à présenter? Comment ça se passe? Non, alors en fait, on présente une thèse qui peut être en fait de différentes natures. Donc ça peut être par exemple une thèse qualitative où généralement on fait des entretiens auprès de patients, par exemple, tout dépend après notre sujet, ou quantitative. Donc à ce moment-là, on passe plutôt par des questionnaires, on récupère ensuite les résultats, il y a des statistiques pour répondre à la question donnée, ou ça peut être une revue de la littérature, etc. Donc ça peut être plusieurs formes de thèse, et qu'ensuite on doit soutenir devant un jury, et pour présenter, et le jury va ensuite nous poser des questions, etc. pour essayer d'aller un peu plus loin sur déjà nous juger par rapport à l'écrit, et aussi à l'oral tout ce qu'on aura pu apporter. D'accord. Voilà. C'est pas quelque chose qui va forcément, c'est pas forcément quelque chose qui va porter à la recherche. Comment dire, on n'attend pas forcément de nous par exemple, de découvrir un nouveau virus ou un truc comme ça. Enfin, non, ça va être plus une étude. Oui, c'est une recherche, mais ça va être vraiment pour nous porter parfois une réflexion sur un thème donné, qui pourrait aussi peut-être parfois nous servir dans notre pratique au quotidien, ou aider d'autres, etc. Mais c'est pas aussi poussé, je trouve, quand même. Bon, je veux pas dénigrer, pas du tout, hein. Je souffre quand même. Je suis en train de le faire. Voilà, donc c'est quand même voilà. Mais je pense que vraiment doctorat pour voilà, vraiment une thèse de science, finalement, c'est un cran au-dessus. Donc avec tout ce que tu expliques, donc la thèse d'exercice, ça te donne un diplôme qui te donne le droit d'exercer ton métier de médecin. C'est ça, parce qu'en fait là actuellement je suis médecin, mais je suis pas docteur, parce que j'ai pas passé encore ma thèse ou ma soutenance. Donc ça, la thèse et la soutenance va permettre en fait de clôturer toutes les années passées à la fac, en disant voilà, j'obtiens le titre de docteur en médecine générale, et donc je peux exercer en tant que docteur en médecine. Ce qui est pas le cas, où là encore je suis encore étudiante en tant que médecin, je suis encore étudiante, donc je travaille, je fais des stages pour finir ma formation. D'accord. T'as un beau parcours, on a parlé de ton parcours jusque-là. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton passage dans tout ce que t'as expliqué, de ton passage d'infirmière à aujourd'hui, t'es en chemin pour le doctorat. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué jusque-là? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que je pensais pas que j'étais aussi comment dire. Bon, je savais que j'étais un peu tenace, parce que avec plein d'anecdotes qui s'est passé quand j'étais infirmière ou puéricultrice, mais vraiment sur une durée 9 ans, c'est pas rien, quoi. Les autres études que je faisais, c'était 3 ans, 1 an. Je pensais pas que j'étais aussi résiliente, peut-être. Oui, résiliente, persévérante et patiente. Parce que du coup, voilà, oui, parce que pour le coup, ça me fait un bac plus 15. Waouh! Un truc comme ça. Donc oui, c'est ça, je pense, qui m'a le plus marqué. Que je pensais pas que je me tournerais et je me dirais waouh, j'ai déjà tout ça de fait, quoi. Oui, de fait. J'aurais pas cru. Oui. Je pense que c'est ça qui m'a le plus Surtout que marqué. t'as pas eu de moyenne au bac S, ça se passait mal, tu disais que tu t'étais essoufflée et tout, donc... Oui, surtout qu'en plus pour le concours de médecine, à l'époque, il y avait les BDI, donc les bureaux d'information pour l'orientation, voilà. Je sais plus si c'était BDI ou pas, bon bref. Et il y avait
la fiche justement qui expliquait le métier de médecin, etc. Ça décourageait énormément parce qu'il disait faut absolument avoir un bac S. Donc c'était ça aussi qui avait fait que j'ai choisi cette filière-là. Bac S avec mention. Bon, moi j'ai pas eu du tout de mention et que en plus il y avait à peu près que 10% de réussite. Ah donc, oui. on était 3000 sur Marseille, donc il y avait que 300 et quelques qui passaient quoi. Et en plus, voilà, et encore il disait que même avec le bac S c'était galère. Donc je me dis non, c'est pas pour moi, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que ça m'avait aussi un peu découragée. Arrivé au lycée, vu ma moyenne, je dis non, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Donc ouais, c'était encore plus incroyable du coup d'avoir réussi. Voilà, il y avait des matières. Il ressortait les différentiels dans des trucs que je me dis non, je pensais que j'en avais fini avec ça me fait encore des cauchemars. Enfin, bon, il fallait s'y remettre parce que voilà, pas le choix, mais voilà. D'accord. Mais on va rentrer dans le vif de ton métier aujourd'hui. Moi, quand même, j'ai une première. Avant de parler de médecin et tout le reste, je veux comprendre la différence entre aide-soignant, infirmier et docteur. Parce que pour moi, bon, pas qu'ils font la même chose, mais c'est quoi les vraies balises entre les deux, entre les trois du moins? Alors déjà, aide-soignant, infirmier, ce sont des paramédicaux. D'accord. Alors que médecin, c'est médical. C'est pas le même nombre d'études. Déjà, aide-soignant, je crois que c'est 10 mois, 1 an. D'accord. Infirmier, c'est 3 ans. Après, il peut avoir d'autres encore spécialités en plus en tant qu'infirmier. Et médecin, ben, là, ça va passer minimum 10 ans. D'accord. Il y a ça déjà. Infirmier, ça va être surtout à l'hôpital, parce que j'ai surtout fait de l'hôpital, ça va être la personne qui va vraiment prendre soin du patient, qui va être vraiment très proche, tout comme l'aide-soignant, qui va s'occuper à la fois du rôle prescrit et du rôle propre. Donc rôle prescrit, c'est il y a une prescription du médecin et donc c'est elle qui va l'appliquer. Et rôle propre, ça va être des choses qui sont pas dites expressément, mais qui vont être faites directement par l'infirmière. D'accord. Parce que elle va faire elle-même ses propres diagnostics. Par exemple, pour un patient, admettons 80 ans, qui vient à l'hôpital, qui est hospitalisé pour telle ou telle raison, qui a du mal à se déplacer, ben lui par exemple, il y aura peut-être besoin d'une aide à la toilette, je dis n'importe quoi, voilà, ou quelqu'un qui a, voilà, il y a un risque de chute, ben de penser, ben il faudra mettre les barrières. C'est pas le médecin qui va dire il faut mettre les barrières pour tel patient, ou il faut l'aider pour la toilette, ou il faut l'aider pour le faire manger. Donc il y a tout ce rôle propre où c'est vraiment l'analyse du patient et elle va mettre en tout pour suppléer. Et l'aide-soignante, en fait, elle va du coup faire, elle peut faire intégralement tout le rôle propre de l'infirmière. Donc généralement, c'est pas des gestes invasifs, c'est-à-dire on va pas faire des prises de sang, voilà, rien qui va percuter la peau ou qui risque de blesser le patient. Donc ça va vraiment être elle va vraiment seconder, suppléer l'infirmière. Donc voilà. Donc par contre, tout ce qui est prescription, ça va être par exemple les piqûres, les traitements, etc. Non, tout ça c'est l'infirmière. D'accord. Donc ça c'est pour la différence. En sachant que l'infirmière, elle a aussi droit, elle a été formée aussi pour, par exemple pour les traitements, comment on administre les traitements sous différentes formes, les effets secondaires, etc. De pouvoir lire ben là en fait il peut avoir une erreur de dosage, donc elle est tout à fait à même d'aller voir le médecin et dire là je pense qu'il y a un souci, par exemple pour un bébé, là je pense qu'il y a une erreur, il y a un 0 en plus ou un truc comme ça. Donc elle aussi c'est la dernière ligne de sécurité entre le médecin et le patient. Donc elle a aussi un rôle de surveillance dans le sens voilà. Est-ce que la prescription elle est cohérente, etc. pour voilà empêcher les drames parfois. Donc voilà. Alors que le médecin, lui, ça va vraiment être la prise en charge donc médicale du point de vue traitement, examen, etc. C'est lui qui va décider de telle ou telle chose. Voilà.
c'est lui qui va poser le diagnostic pour telle maladie et instaurer un traitement, etc., surveiller la bonne tolérance, etc. D'accord. Voilà, c'est assez vaste quand même. Voilà, Non, donc c'est un mais cran je au-dessus, comprends donc mieux. il a quand même. Alors les infirmières, les aides-soignants, ils ont aussi une grosse responsabilité, mais encore plus le médecin parce que bon, c'est lui qui a surtout le droit de prescription. Les infirmières, après, il y a de plus en plus de nouveaux métiers qui sortent avec les infirmières, donc il y en a qui ont aussi possibilité de prescrire, par exemple pour des pansements ou Ah, d'accord. voilà, selon leur corps de métier où est-ce qu'elles interviennent. Ok, bah écoute, c'est clair. Voilà. C'est très clair. Parce qu'avant, je sais ça existe, mais j'en sais pas plus, quoi. J'en sais pas plus. Par exemple, pour moi, l'infirmière, c'était comme l'aide-soignante, mais en fait, pas du Non, tout. Il y a un nombre pas du d'années tout. d'études et tout ça, tout ça. D'accord. Et Et encore, même en France, c'est comme ça, mais je pense qu'au Canada, les infirmières, si je dis pas de bêtises, on les appelle les IPA, donc infirmières en pratique avancée. Elles, par exemple, elles peuvent recevoir les patients avant le médecin et elles peuvent parfois même déjà, elles sont... Un pré-diagnostic peut-être? Pas forcément pré-diagnostic, mais elles peuvent, par exemple, renouveler déjà un traitement qui a déjà été prescrit, modifier un peu. Mais bon, ça, c'est encore... D'accord, ça c'est marche. encore un grade au-dessus. Mais je pense que ça se fait déjà au Canada. Donc nous, c'est pas très connu. Encore. C'est assez restreint. D'accord. Et tu es dans le corps médical depuis de belles années maintenant. Et ce que je voulais savoir, est-ce que tu penses que les personnes dans le corps médical qui exercent sont suffisamment soutenues psychologiquement, parce que tu parlais de pression, du fait que il y a un moment où il faut s'enfermer parce qu'il faut étudier. Est-ce que tu penses que ces personnes, enfin, vous êtes assez soutenues en fait psychologiquement? Oui et non. Alors, moi j'ai ce regard-là parce que comme j'ai fait l'école de puéricultrice et d'infirmière, c'était vraiment des écoles. C'était comme un cocon. Il y avait vraiment des personnes ressources. Les professeurs, on pouvait aller toquer à leur porte, elles pouvaient nous recevoir si on avait des difficultés, etc. On était assez chouchoutés, je trouvais quand même. On était vraiment finalement déjà dans le soin, je trouve. Et c'était super. Arrivé à la fac, c'était un monde tout nouveau pour moi. Si tu cherches pas toi-même les infos, personne va venir te les souffler. Ça grouille de monde de partout, mais c'est très solitaire en fait. C'est très on se sentait quand même, on peut facilement se sentir très très seul et alors qu'en fait tout le monde est dans la même situation, mais personne n'en parle forcément. Alors oui, c'est bien d'avoir un bon cercle d'amis qui vit on vivait les mêmes choses et on arrive à se soutenir en disant non mais t'inquiète pas, moi aussi c'est la même chose, je pleure tous les soirs mais ça va aller. Et on arrive à se soutenir, à se dire ah mais telle leçon suivante on peut la travailler ensemble, moi je l'ai comprise, je vais te dire, etc. Parce que non, c'est quand même assez compliqué. Après c'est y a aussi une pression dans le sens où c'est le diplôme de médecin, ça donne une certaine image, une certaine prestance, ça demande une excellence en fait, qui fait que on peut pas être tu peux pas faire tout et n'importe quoi parce que tu as la vie des personnes quand même en main, on va dire. C'est tout à fait ça, donc on n'a pas droit à l'erreur, donc c'est vrai que parfois c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. D'accord. Et avec toute cette pression en fait qu'il peut y avoir, il peut y avoir des maladies qui sont liées à nos émotions, à nos ressentis, donc comme le burn-out. Est-ce que dans ton domaine, il y a beaucoup de burn-out? Beaucoup, je pourrais pas dire, j'ai pas de chiffres, mais oui, c'est quand même courant. J'entends du coup des histoires d'internes qui ont arrêté alors ils avaient juste à passer la soutenance et ils ont jamais passé, donc ils se sont retrouvés en situation où pas de travail quoi, 9 ans d'études pour rien. C'est dur, ça. Il y en a qui font carrément des dépressions, on entend aussi carrément des suicides. Non, c'est une grosse réalité. On se rend
peut-être pas Mais forcément on n'en parle compte. pas, en fait. On n'en parle pas parce que moi, Ouais. je t'ai posé la question, parce que avec ce que tu expliques, je me dis, ben, ça doit être dur quand même. Mais je trouve qu'on en... En tout cas, moi, j'en ai pas vraiment entendu parler. Je pense qu'après, ça dépend peut-être des spécialités, mais je dis par exemple les spécialités chirurgicales, juste pour donner un exemple, c'est quand même très, voilà, c'est assez costaud. C'est un rythme, voilà, avec les blocs tous les jours, peut-être, voilà, faut être là, faut toujours être en forme, parce Faut que pas avoir bon, sommeil, quoi. ah oui, c'est sûr, parce que bon, tu te dis, voilà, on ouvre, il faut pas que je touche l'artère, faut pas que je touche le nerf, enfin, voilà, il faut être hyper réactif. Oui, ça demande une certaine rigueur qui fait que, ben, voilà, entre peut-être les chefs, etc. Enfin bref, parfois je trouve que ça peut manquer de bienveillance envers les chefs parce que peut-être eux aussi, quand ils étaient à l'hôpital, quand ils étaient étudiants, ben, on les pressait tout le temps. Il y avait jamais de assez bien, enfin des encouragements, c'était toujours des remarques parce qu'on a fait telle ou telle erreur que voilà, il faut s'activer, il faut faire ci, il faut faire ça. Et il y en a qui malheureusement ils gardent ce même la manière dont on les a traités à l'époque. Il y en a, je pense, qui reproduisent exactement la même chose schéma. et qui s'en rendent pas forcément compte et que ben en fait ça peut être très destructeur et c'est un peu j'ai pas le mot mais Le serpent qui se mord c'est la un queue. peu ambivalent dans le sens où on est là, on est des acteurs du soin, on est des soignants, on est censé être là pour soigner le patient et si possible le guérir, le prendre en charge de A à Z, etc. Et parfois avec notre propre personnel, on est hyper maltraitant, hyper, hyper froid, enfin bref, on sait pas prendre soin de l'autre quand c'est notre collègue alors qu'on vit tous dans la même situation. Donc je trouve ça quand même c'est bizarre en fait. On pourrait pas croire ça dans un hôpital par exemple. Et selon toi, enfin, tu es plus à même de dire quels sont les signes avant-coureurs d'un burn-out pour aider quelqu'un qui peut manifester ça. Les deux choses vraiment importantes que si t'as ça, c'est que peut-être que t'es un burn-out. Déjà burn-out vraiment professionnel, c'est si déjà par exemple il y a des symptômes un peu d'anxiété, ça va être peut-être mal de ventre ou angoisse, troubles digestifs, ça peut être troubles du sommeil, etc. Enfin bref, plein de trucs qui va faire montrer qu'il y a une certaine anxiété au travail ou grosse fatigue, des douleurs, enfin bref, que le corps il s'exprime de telle ou telle manière, qu'il n'y a pas forcément une maladie en soi, mais et que généralement quand on s'extrait du milieu professionnel, Tout va bien. que tout va bien, parce qu'a priori il y a peut-être un peu de burn-out derrière. Enfin, si on arrive, oui, boule au ventre, on peut avoir des pleurs, une difficulté à maintenir le rythme au boulot, de pas être performant, ou de toujours finir à des horaires impossibles parce qu'on n'arrive pas à avancer ou il y a une charge de travail tellement énorme qu'en fait c'est pas possible, il faut être 3 sur le poste et on est tout seul. Je pense que ça peut être un des traits du burn-out, je pense. D'accord. Ok, bah écoute. Après c'est vrai que j'ai pas forcément Toute la liste, elle est non exhaustive. Elle peut s'étaler de long en large et puis en plus selon le métier, donc ça peut être différent selon chaque personne aussi. Oui. Et dans ton parcours, tu as été infirmière, comme on le sait. Quelles sont les qualités que développe une personne des qualités humaines, pas ce qu'on peut savoir faire, mais les qualités humaines que développe une personne en infirmerie? Alors je dirais déjà capacité d'écoute, d'empathie, d'être peut-être un peu plus la douceur aussi, on essaie du moins, parce qu'on fait généralement des soins qui font mal, donc d'être le plus doux possible, le plus rapide possible, de pouvoir vraiment observer le patient. De voir aussi c'est la progression, enfin voilà, quand il y a une amélioration dans son état, etc. L'infirmière, elle est quand même davantage proche
du patient parce elle peut être là vraiment au quotidien et voir le patient tous les jours, par exemple, selon là où elle travaille. Et elle a un peu plus de temps. Et pareil comme pour l'aide-soignant, encore plus, généralement, il est encore plus proche parce que c'est souvent l'aide-soignant ou l'infirmier qui fait la toilette, par exemple, ou l'échange, etc. Donc ça, on rentre encore plus dans l'intime du patient. C'est pas forcément le cas avec le médecin où ça va être un peu plus... il y aura peut-être un peu plus de distance. Et encore, ça dépend aussi de là où on travaille. Par exemple, en soins palliatifs, c'est proche. Voilà, encore plus, oui. Donc je dirais ça. Déjà, oui. Beaucoup, oui, davantage proche et davantage empathique et que surtout, moi je dirais aussi que ce qui m'apporte, c'est que l'avantage, c'est que comme j'ai été infirmière, je vois aussi les contraintes en tant qu'infirmière ou même pour les aides-soignantes, leurs contraintes, etc. Je suis plus à même de comprendre ce qu'elles vivent parce que je l'ai vécu moi aussi et d'essayer, là en tant que médecin, d'essayer de soulager un peu ça, enfin sans me laisser envahir, mais d'arriver à adapter, voilà, pour leur faciliter le travail en tout cas. D'accord. Et quelle était la grande difficulté à être infirmière? De finir à l'heure. Ça, c'était compliqué. J'avais beaucoup de mal à finir à l'heure. Ok. Généralement, je dépassais toujours. Je finissais jamais à l'heure, pratiquement. Peut-être que sur la fin, mais c'était ça parce que je prenais le temps. Je me disais, je peux pas parfois. Alors parfois c'était juste peut-être un manque d'organisation, mais parfois il y avait des patients, tu pouvais pas rester 5 minutes, c'était pas possible. S'ils se mettent à pleurer devant toi, oui, tu peux pas voir tu vas t'asseoir, tu vas écouter, voilà. Donc je faisais au mieux, donc ça me bousculait dans mon tour, mais parfois tu peux pas faire autrement, donc c'est pas possible. Et parfois le soin, c'était justement d'écouter le patient et pas juste lui donner un cachet, donc. Et l'aspect le plus gratifiant d'être infirmière? Quand tu vois les petits patients qui partaient et en pleine forme et ils étaient vraiment contents, ils nous ramenaient des chocolats aussi. Et quand on voyait que leur état s'améliorait, on a vu le plus bas, quand on se disait mais est-ce qu'ils vont survivre et qu'au final ils repartent sur leurs pieds. Donc ça c'était quand tout se terminait bien. Et quand ça se terminait pas bien, que les patients mouraient, notamment en pédiatrie, c'était quand même assez compliqué. Que les parents, ils arrivaient à te dire merci parce que, enfin, je me dis non mais on n'a pas, voilà. Et en fait, ils disent mais en fait vous avez été là et dans la pire période de ma vie et vous avez été là, vous avez été un soutien et donc merci. Donc là tu as ça, tu pleures, tu fais en larmes parce que je t'ai dit tu te sens impuissant et tu t'es dit tu aimerais faire quelque chose mais tu peux pas. Notamment, je pense en particulier à un petit garçon qui était mort d'un cancer, il avait 9-10 ans. Et voilà, et que la mère qui te dit merci puisque vous avez été là, quoi. Et ça emboîte ma prochaine question, c'était est-ce que tu as déjà ressenti un manque de reconnaissance envers le métier d'infirmier ou pas? Oui, parfois. Parce que je trouvais quand même que les infirmières, elles en font beaucoup. Et parfois, oui, on les reconnaît pas. Enfin, on n'arrive pas bien à se rendre. Enfin, comment dire? On n'arrive pas à bien reconnaître leur valeur, je trouve. Ce qu'ils font vraiment. Oui, c'est hyper important. Pour qu'un service y tourne, chacun a son rôle, chacun a son poste. Mais quand même, infirmière, c'est pas rien. Et du coup, je trouve que parfois, on les presse un peu trop et on reconnaît pas assez leurs compétences. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on dise que c'est un métier féminin? Oui.
par rapport à l'historique. Mais là, de plus en plus, il y a des hommes qui viennent, qui font des études pour devenir infirmiers. Généralement, on les retrouve aussi dans certains types de services. Généralement, c'était peut-être soit en psychiatrie ou en chirurgie ou au bloc ou en réanimation, enfin, ou des services bien costauds là parfois. Et donc ça, mais bon, la grosse majorité, c'est vrai que c'est toujours les femmes. Après, je dis pas que, enfin, chacun est comme il est, mais le fait d'être dans le soin, de s'occuper de l'autre, de pouvoir d'être vraiment tourné vers l'autre, ça, je trouve un peu plus attrait au caractère féminin, je dirais. Donc ça m'étonnerait pas qu'on dirait que oui, l'infirmière, on dirait plutôt que ce serait plutôt pour une femme. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est ça se mélange, donc voilà, tout comme les médecins, avant c'était beaucoup plus masculin, et là, quand on voit les promos, il y a une majorité de filles. Donc, D'accord. Et tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, certaines en pensent que c'est un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur comparé au métier de médecin. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage dans le système de pensée, dans le système médical? Peut-être le nombre d'études aussi, je me dis. Oui, il y a le nombre d'années d'études, il y a le salaire aussi qui n'a rien à voir. Il y a, je sais pas, je sais pas, peut-être le fait de prescrire, ça donne un certain pouvoir. C'est Il vrai. y a ça qui fait que, voilà, on va appliquer la prescription. Donc oui, je pense qu'il y a un peu de ça, enfin, genre comme si c'était notion de chef. Enfin, donc on décide, on dirige, et les autres ils appliquent, alors que c'est pas censé être comme ça. L'infirmière, elle n'est pas une simple personne qui va appliquer bêtement. Non, pas du tout. Elle va analyser la prescription, elle va se dire non, là ça va pas, est-ce que tu peux revoir, ou là je comprends pas, est-ce que tu peux. Et heureusement, parce que on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, et donc heureusement qu'il y a que l'infirmière qui nous relie. Donc ça dépend. Il y a des médecins qui sont très humains et qu'il y a aucun souci, et que ils peuvent très bien rigoler avec l'infirmière, enfin être hyper amical là. Et il y en a d'autres qui vont avoir une telle distance et une telle genre moi je suis en haut, toi tu es en bas, tu discutes pas ce que je dis, malheureusement, et on trouve ça de partout. Donc aujourd'hui, quel message tu aimerais faire passer pour justement déconstruire ces manières de penser sur le métier d'infirmière? Moi je me dis qu'il faudrait davantage collaborer avec les infirmières, ne pas les voir comme de simples entre guillemets servantes. Je dis exprès voilà. Il faut vraiment que elles sont des collaboratrices, et c'est bien d'avoir vaut mieux avoir deux avis de quatre, bon je dis quatre voilà, à cause des lunettes, de perdus sur un patient qu'un seul avis, et dire bon, ça peut être complémentaire en fait, et au contraire, parce qu'il y a des choses que l'infirmière voit ou que l'aide-soignant voit et que le médecin ne voit pas. Voilà, c'est par exemple pour l'hôpital, le médecin il passe pas toute sa journée avec le patient dans la chambre, alors que l'infirmier passe plusieurs fois, l'aide-soignant pareil, à des moments plus intimes, et que il va peut-être dire plus facilement des choses à l'infirmière ou à l'aide-soignant ou à l'ASH même parfois, qu'au médecin qui va rester parfois pas très longtemps, parce que oui, il y a beaucoup de patients à voir, donc il peut pas rester 1 heure en chambre par exemple. Mais moi je dis que c'est quand même les paramédicaux sont des aides, faut les considérer comme des aides précieuses, et qu'au contraire en fait on va avoir vraiment une prise en charge globale du patient si tous on se tient les coudes et qu'on collabore en fait. C'est ça, il faut travailler ensemble, sinon c'est ça. On peut plus rien faire, Oui, parce oui. qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'infirmières, ça va être compliqué, Ah s'il n'y a oui, plus de oui. ça va être compliqué. D'accord. Et aujourd'hui, tu vas être médecin bientôt. Et ce que je voulais te demander, c'est comment tu vois ton métier et quelle est ta vision de la médecine? Alors, comment je vois mon métier, donc moi je me destine pour faire médecine générale, donc médecin généraliste. C'est un métier que je trouve vraiment super,
j'avais pas du tout cette vision à l'époque, mais là vraiment je regrette pas mon choix. Je le vois comme médecin, alors c'est médecin de famille, et alors je pense que c'est encore plus parlant dans les zones un peu rurales, etc. Donc tu vas suivre le père, la mère, l'oncle, les enfants, tu vas voir grandir. Il y a une certaine reconnaissance aussi des patients parce que ils ont plus l'habitude de voir le généraliste que par exemple le spécialiste. Ils ont beaucoup confiance en leur médecin généraliste. Limite, parfois, ce que dit le généraliste a plus de poids par rapport au spécialiste. Je me rappelle, par exemple, il y avait un patient, il y a un de mes maîtres de stage qui consultait et il y a un patient qui dit oui, je suis allée voir le cardiologue comme vous m'avez dit, il m'a donné ça, voici la lettre, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je dois prendre le traitement? Et le médecin, il disait ben oui, si je vous ai envoyé là-bas, c'est que je voulais avoir son avis, voilà. Quoi. Et donc oui, je me dis ça va, je voulais être rassurée que vous me dites, voilà. Donc au final, voilà, le spécialiste il va voir peut-être qu'une seule fois en un an ou voire plus jamais. Ben en fait, pourtant c'est lui qui est spécialiste justement dans ce domaine-là. Ben en fait le généraliste c'est celui qui est plus proche du patient et que il va davantage écouter. Bon, il y a des patients qui sont têtus et qui vont jamais écouter, mais quand même il y a un certain poids que je trouve assez gratifiant quand même, je trouve de dire on est au cœur parfois des familles, bon que ce soit pour les histoires tristes, que ce soit les histoires joyeuses, etc. On fait vraiment partie de la vie des patients, je trouve. Tu l'as aussi dit un petit peu tout à l'heure par rapport à ta formation d'infirmière que ça t'avait donné certains réflexes de personnes qui n'ont pas fait d'infirmerie, qui sont directement passées pour faire un doctorat en médecine. Donc toi, ta formation t'a aidé, et enfin en quoi elle t'a aidé? Quels sont les réflexes que tu as aujourd'hui mais par exemple pour les gestes techniques, faire une prise de sang, poser un cathéter, bon ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué, mais bon, ça revient. Faire un pansement, s'il faut faire un aérosol, enfin ou des injections, qu'importe. Je connais les bases, donc ça revient facilement. Je vais pas réfléchir 3 heures dessus. Donc je suis un peu plus à l'aise avec ces gestes-là. Tu as un exemple de situation? Oui, alors il y avait un nourrisson de 5-6 mois, je crois, qui devait faire un test. Alors à la naissance, en fait, au 3e jour, à la maternité, on appelle ça test de Guthrie, enfin bref, qu'importe, pour dépister certaines maladies. Que plus tôt elles sont dépistées à la naissance, mieux c'est pour une prise en charge. Et en fait, pour cet enfant-là, il avait été reconvoqué, ils avaient demandé de refaire le test parce que soit il n'y avait pas assez de sang prélevé ou enfin il y avait besoin de recontrôler. Et donc le médecin généraliste, il était perdu, il me dit mais je sais pas faire ça, et il fallait faire une piqûre au talon en fait, et ensuite avec le papier buvard le remplir. En plus tu as fait puériculture. Oui. Et j'ai fait des stages en maternité, donc j'avais déjà fait, et donc là il fallait faire ça, donc faire ça en laboratoire c'est compliqué parce que c'est pas tout le monde qui pique les bébés. Et donc comme il en parlait, je dis si tu veux je te le fais, enfin c'est pas, j'en ai déjà fait, y a pas de souci. Du coup on a reprogrammé, c'est moi qui ai fait le test, etc., qu'on a renvoyé. Voilà des petites choses comme ça que je me dis je me sens un peu plus à l'aise, autonome pour certains gestes techniques de ce genre-là. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on doit obligatoirement, entre guillemets, passer par la case infirmière pour atteindre la médecine ou pas du tout? J'ai un peu ma réponse, mais je te laisse donner ton avis. Je dirais non, pas forcément, parce que je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que ça a été un gros avantage parce que j'étais beaucoup plus à l'aise. Alors, autant pour la théorie, c'était compliqué parce qu'il fallait que ça rentre dans le cerveau. Autant pour la pratique à l'hôpital, j'étais un poisson dans l'eau, en fait. Parce que je connaissais le monde de l'hôpital, je savais comment ça fonctionnait. Je savais comment aborder le patient. Alors que les autres, ils avaient peur, ils étaient à 10 kilomètres. Genre le patient, enfin genre en mode comme si c'était un truc exposé.
voilà, on oubliait que voilà, quand on était dans un lit en pyjama, en fait, on restait quand même une personne et parfois, c'était drôle parce que la manière dont comment dire, ils n'arrivaient pas trop à se projeter que c'était pas un objet. C'est comment dire, pour donner un exemple, c'est ben, par exemple, on toque à la porte parce que c'est quand même, la chambre, c'est espace privé. On rentre, on se présente, on dit bonjour, voilà, si on doit examiner le patient, est-ce que je peux examiner, enfin, parler, poser des questions et faire attention par rapport à la pudeur, tout ça. Et il y en a, c'était direct, voilà, qu'il était nu, qu'il soit nu en dessous. Voilà, et un peu en mode un peu robot, comme si c'était une pièce, c'était une côte de bœuf. Enfin voilà, je lui dis non. Donc c'est vrai qu'il y en a, je pense qu'ils auraient besoin de repasser par Bon, il y a déjà, en fin de première année, ils ont un stage qui doivent suivre en fait les infirmières. Bon, après ça peut être très divers, donc ils peuvent se retrouver dans des services où ils n'ont pas forcément contact avec les patients, donc c'est un peu plus compliqué. Oui, il y en a, je pense qu'ils auraient peut-être besoin d'être plus au contact. Des gens. Oui, parce que parfois ils prennent direct la grosse tête et dire ça y est, je suis médecin, alors qu'ils calme-toi, tu es en deuxième année, tu n'as rien vu, et voilà. Mais bon. D'accord. C'est pas obligatoire, mais je pense que pour certains, peut-être, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans un hôpital, je pense qu'il y aurait besoin d'un plus grand temps d'immersion. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en découvrant le métier de médecin? On nous parle pas de la même manière et notre parole n'a pas le même poids, je trouve. Et c'est trop bizarre. Et bon, je l'avais déjà vu en tant qu'infirmière, je pouvais dire quelque chose à un patient qui était hyper mécontent, il dit non, non. Et quand il dit je veux voir le médecin, et quand le médecin venait, ah oui, ok, j'ai dit même exactement la même chose. Voilà. Et je lui ai dit, ouais, c'est le titre, c'est pas possible. Enfin, ça, c'était quand même troublant, et je lui ai dit, ouais, bon. Ok. Et si tu avais l'occasion de remonter dans le temps, tu serais tout de même passé par la case infirmière avant de faire un docteur ou pas? Une grosse question. Non, enfin, il fallait pas que je sache à l'avance ce qui allait m'arriver, mais non, je pense que c'était bien de passer par là, parce que clairement, j'étais pas assez mature quand je suis sortie du lycée. Je pense que si j'avais directement enchaîné médecine, je serais pas allée jusqu'au bout. J'aurais pas eu tout ce bagage-là qui ferait que non, je sais d'où je viens, je vais réussir, je vais y aller coûte que coûte, s'il faut mettre des coups de pied dans la porte, voilà. Non, j'aurais abandonné, je pense. D'accord. J'aurais pas eu les épaules pour supporter tout ce que j'ai supporté jusqu'à présent. Ok. Ben écoute, on tire à la fin de notre échange. Je vais te laisser regarder cette caméra et te laisser dire qu'est-ce que tu pourrais dire du moins à quelqu'un qui est en infirmerie et qui veut aller faire médecine, mais bon, la personne elle hésite un peu. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, franchement, s'il y a la motivation, la volonté, et la persévérance, je me dis non, faut y aller pour pas regretter déjà d'une part, de pas se laisser décourager parce que voilà, il y avait pas forcément tout le monde qui me disait ouais c'est super, vas-y tu vas y arriver, et d'autres ils disaient non mais tu es sûr de toi, genre en mode c'est galère, il y en a d'autres qui étaient oui, en plus je voyais il y avait d'autres personnes qui étaient largement plus intelligentes que moi et qui n'ont pas réussi. Donc je lui dis moi Audrey, petite Audrey, est-ce que je vais réussir? Non, en fait, si je m'étais laissé décourager, je serais jamais arrivée jusque-là, j'aurais jamais su que je pouvais y arriver. Donc non, au contraire, je me dis, voilà, il y a un rêve, faut foncer. Et se donner les moyens d'aller jusqu'au bout, même s'il y a des difficultés. D'accord, voilà. Merci. Et on va continuer notre petite introspection. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu aurais aimé du moins savoir avant de te lancer dans le monde du travail? De profiter de ton enfance. Parce que le sommeil, ça m'a bien manqué. Ouais, que avant devenir adulte, bien profiter de son enfance. Ouais, de pas être trop pressé. Parce que il y a des charges qui pèsent là sur les épaules et je me dis, ouais, c'était trop tôt. Je
pense. D'accord. Notamment au niveau familial, je me disais, bon, c'est fait, hein, ça continue encore aujourd'hui, mais je me dis, ouais, c'est un monde d'adultes ouais, il faut pas être pressé, je pense, et prendre le temps. D'accord. Tu vas regarder la même caméra. Oui. Et, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Audrey d'il y a 10 ans? Ne te décourage pas et continue. Ne cherche pas trop à savoir ce qui va se passer parce que tu vas abandonner sinon. Mais ouais, tu es bientôt arrivé. Donc prends courage. Merci. On va passer à la rubrique surprise. Okay. C'est toujours des questions, mais c'est des questions un peu plus détendues. C'est pas forcément quelque chose où tu dois réfléchir très très longtemps ou très loin. Déjà, moi j'ai une question. Vous passez le mot pour écrire mal ou comment ça se passe? Oui, ça va être... Rassure-moi, tu écris pas mal. Non, je m'applique. En tout cas, je fais attention à ça. Et on m'a fait plusieurs fois la remarque. Il me dit, oh, pour un médecin, vous écrivez bien. Hein. J'ai dit oui, parce que je suis pas encore diplômée, c'est pour ça. J'essaie de pas écrire en vague. Mais 2 fois, c'est juste des traits. Oui. Donc, je sais pas. Oui, non. Mais non, toi, tu arrives à lire? Ah non, les meilleurs les relecteurs, c'est les pharmaciens. Oui, ça oui. Je sais pas comment ils font. Ils ont un diplôme pour. Je pense qu'il y a un module exprès où ils passent. Ah oui, relecture. Non, mais parfois c'est hyper dangereux parce qu'il y a des accidents comme ça en fait. Tel médicament qui a été pris pour un autre et que, mais voilà. Donc faut faire attention à ça. Après, de plus en plus, c'est informatisé. Donc on essaie de taper l'ordonnance. Voilà, taper l'ordonnance. Mais non, j'essaie de faire attention à ça, de continuer à m'appliquer pour que je puisse déjà moi me relire. Mais oui. Bon, malheureusement, je pense que c'est un peu... Voilà. D'accord. Une autre question. J'en ai plein, je vais chercher une... Est-ce qu'un interne de médecine dort en moyenne 8 heures par nuit? Ça dépend. Tu vois, tu fais 8 heures de sommeil? Plutôt 7 heures, je dirais. Ça dépend. Ok. Ça dépend. Ok, bon, on est pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que les internes mangent toujours équilibré? Non. Malheureusement. Malheureusement, c'est... En fait, il faut faire ce qu'on vous dit, mais pas ce qu'on fait. Parce que malheureusement, on va rencontrer plein de médecins qui soignent des cancers du poumon et qui fument les premiers devant l'hôpital, où on dit attention, votre foie là, il va pas bien, mais voilà, tous les samedis soirs, c'est... Et au McDo. Voilà, McDo, alcool, voilà, c'est... Non, malheureusement... Alors, il y a des médecins qui, aucun souci, ils ont une très bonne hygiène de vie. Et il y en a d'autres que c'est pas trop ça. Donc, après, enfin, c'est comme pour tout, hein, donc... Non, après, moi, là, oui, je fais un peu plus attention par rapport à l'alimentation, tout ça, donc... Non, là actuellement, enfin pour ma part, oui, j'ai plutôt une bonne hygiène de vie côté alimentaire. D'accord, et décris ta vie d'interne en une phrase. Ah là là. Métro, boulot, dodo. Non, okay, c'est pas vrai. Non, c'est plutôt voiture, pas trop de métro. Beaucoup de voitures, beaucoup de consultations. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok. Merci, au revoir. Non, c'est un peu plus long quand même, la consultation. Je déborde souvent. Parfois, je suis peut-être trop à cœur. Peut-être un peu trop proche des patients. Il faut que je fasse attention de pas ramener toutes les histoires à la maison parce que sinon, c'est moi qui vais faire le burn-out aussi. Oui. Bon, il y a des périodes très compliquées, enfin en ce moment par exemple, mais oui, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. D'accord. Et la dernière, la pire chose qu'on puisse dire à un interne fatigué? Genre, faut dormir la nuit. Peut-être. Mais après, comme on est encore interne, on est encore en études, donc on sort de la consultation, on a encore du boulot à faire parce qu'il y a la thèse, il y a les cours à la fac, il y a tous les devoirs qu'on nous donne qu'il faut faire et rendre à temps.
Voilà, on sort et voilà, on a encore du travail, donc faut essayer de jongler avec tout ça. Bon, c'était tout. T'as vu, c'était pas... Bon, ça va. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Avec Ça m'a fait plaisir. plaisir de rigoler avec toi et d'en savoir plus sur ton métier et sur ton histoire. Merci Merci. Loredana. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis sur Eureka Talent. On espère que ce parcours vous aura inspiré de par sa richesse et de par ses épreuves qu'elle a pu traverser. Et elle a dit une chose très importante, elle était déterminée à atteindre son objectif, quel que soit ce qui pouvait se passer en arrière-plan, parce qu'il y a des réalités. Elle a tenu jusqu'au bout parce qu'elle savait ce qu'elle voulait et elle a cru en elle, elle a cru en ce qu'elle était capable de produire. Donc, je vous invite tous à faire comme elle, à suivre son parcours autant de fois qu'il le faudra pour être motivé. Sur ce, je vous souhaite d'être en bonne santé et on se dit à bientôt.